Amis sportifs, bonjour et bienvenue ici à Nogent-sur-Marne, la ville du petit vin blanc, n'est-ce pas, pour ceux qui ne connaissent pas Nogent-sur-Marne, une ville située à un jet de pierre seulement de Paris. Pour ceux qui connaissent Vincennes, nous sommes à 2 pas du bois de Vincennes et c'est dans cette bourgade que nous sommes venus à la rencontre d'un retraité sportif, Pierre Lechantre, que nous recevons ici en marge, n'est-ce pas, de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient d'un moment à l'autre, dans quelques jours d'ailleurs. Et puis, il nous parlera aussi un tout petit peu, n'est-ce pas, de la Coupe du Monde pour les éliminatoires qui a eu lieu et qui va arriver également sous peu aux États-Unis d'Amérique. Alors Pierre, bonjour. Bonjour, bonjour à tous, bonjour aux Camerounais. Comment va le retraité Pierre Lechantre? En forme, toujours capable d'aller faire des petits footings dans le bois de Vincennes qui se trouve juste à côté. Par contre, mon pied gauche maintenant a beaucoup perdu de sa qualité. Je suis plus capable de taper dans un ballon, mais je suis encore capable de regarder des matchs et Dieu sait si j'en regarde. Coach, comment analysez-vous le niveau actuel des Lions indomptables à l'approche de la CAN au Maroc? Vos anciens poulains d'il y a 25 ans. Oui. Est-ce que je peux me permettre d'être pragmatique? Ça veut dire que je pense que cette équipe manque de qualité et de qualité personnelle au niveau des joueurs, mais d'expérience aussi. Et je suis toujours obligé de faire des comparaisons par rapport à l'équipe fabuleuse que j'ai pu avoir, merci bon Dieu, où je n'avais que des joueurs qui jouaient à un très haut niveau. C'était Arsenal, c'était Liverpool, c'était Manchester United, et donc à partir de là, ces gars avaient l'habitude de jouer toute l'année des matchs de très haut niveau, de Champions League, etc. Actuellement, je pense que c'est un manque au niveau de l'équipe nationale, parce que vous avez des joueurs qui arrivent et qui n'ont pas cette expérience, à part quelques-uns. Donc, dans les moments où il faut arracher un match nul dans le style de ce qu'ils auraient peut-être pu faire au Cap Vert, par exemple, on ne l'obtient pas et puis on se retrouve en difficulté. Et c'est un petit peu ça l'explication. L'autre explication, c'est que le football n'est pas une science exacte. Jusqu'à présent, le Cameroun avait la petite étincelle de chance qu'il fallait et la petite étincelle de chance, actuellement, elle a disparu des pieds des joueurs camerounais. À mon avis, ce qui explique un peu cette baisse de régime du football camerounais. Selon vous, quels sont les secteurs de jeu que le Cameroun doit impérativement renforcer pour être compétitif lors de cette CAN? J'aimerais bien qu'on retrouve un grand buteur. Si ce n'est pas 2 grands buteurs, toujours pour faire mes comparaisons avec Eto'o, avec Samuel et puis avec Patrick Boma. Malheureusement, je ne suis plus au Cameroun. Je ne suis pas au Cameroun pour voir le championnat camerounais, pour aller jeter un petit coup d'œil comme je faisais à mon époque, puisque j'habitais carrément à Yaoundé et j'allais voir systématiquement tous les matchs. Donc s'il y avait peut-être un Banda qui me plaisait, un Patrick un Tchouatchoua qui me plaisait, je me disais tiens, peut-être qu'on peut l'incorporer. Oui. Mais je pense que Brice l'a fait, il a mis quelques joueurs locaux. Mais si vraiment il y avait un joueur d'exception parmi les locaux, on devrait déjà en parler. Et ça, je ne suis pas assez proche du football local pour pouvoir vous dire s'il y a une pépite en devenir actuellement au Cameroun. En quoi c'est un handicap pour un coach qui ne vit pas, d'autant plus que ça a toujours été les internationaux qui sont présélectionnés à la base? Je dirais que c'était pas à la limite, moi je n'avais pas de réel besoin d'habiter sur place, même si c'est ce que j'ai fait, parce que mon équipe était composée que de joueurs qui jouaient dans les grands clubs étrangers. Mais actuellement, je pense qu'un œil systématique sur tous les matchs du Cameroun serait intéressant pour essayer de retrouver, essayer de chercher une pépite et éventuellement pour faire un rassemblement de joueurs locaux peut-être, de façon à ce que on puisse voir si un joueur peut s'adapter facilement à un système tactique qu'on mettrait en place avec l'équipe première. Alors, on peut le dire quand même que le Cameroun dispose d'un vivier de talent assez important, peut-être pas comme votre époque. Quel profil ou type de joueur privilégiez-vous pour bâtir une équipe performante aujourd'hui? Je pense que ce qui faisait la force de l'équipe nationale, c'est la collectivité.
le fait d'avoir La cohésion. La cohésion, des joueurs qui se retrouvent, qui sont heureux de se retrouver, et aussitôt ensemble, ils sont imbattables. Et je pense que ça, peut-être que le football camerounais l'a peut-être perdu maintenant. Je dirais qu'à retrouver la niaque d'un Rigobertson, par exemple, retrouver la faculté de récupérer un ballon oui, tout ça, je pense que ça va être... Donc, trouver vraiment un joueur, non, mais peut-être un rassemblement avec des joueurs locaux et pouvoir en sortir 3-4 et peut-être amener du 109 peut-être. En votre qualité d'ancien sélectionneur, que pensez-vous de la gestion actuelle du groupe national, de cette équipe, notamment sur le plan de la discipline? Et on va revenir un peu sur la cohésion, comme vous le disiez tantôt. Vous savez que rien n'est facile, hein. Au Cameroun, je subis aussi ça dans la période où j'étais entraîneur. L'avantage c'est qu'on gagnait beaucoup de matchs, donc on ne me cherchait pas, on ne me mettait pas en difficulté. Mais là, en plus, avec les relations un petit peu délicates entre la fédération et puis Marc Brice et puis un ministre des Sports qui est entre les deux, je pense que ça c'est pas idéal. Qui plus est quand on a du mal à gagner des matchs, quoi. Donc aussitôt un match nul et aussitôt une non-qualification pour une Coupe du Monde, c'est multiplié par deux. Est-ce que les joueurs ressentent cela? Certainement. La preuve, je pense, sur ce que je vois, c'est qu'il y a un petit groupe de joueurs qui seraient anti-fécafoot, quoi, et qui veulent être plus proches de leur entraîneur. Et ça, c'est pas l'idéal pour gérer un groupe, hein. Il faut vraiment que les joueurs se sentent bien ensemble. Là, je ne vais pas vous remémorer des moments que j'ai pu vivre avec mon équipe, mais aussitôt qu'on se retrouvait, c'était des tapes dans le dos, des grands sourires, etc. C'est peut-être là encore le cas, je ne dis pas, mais après on arrive toujours à des tensions externes qui posent problème. Alors, la CAN va se jouer au Maroc, un pays d'ailleurs que vous connaissez très bien. En quoi le climat, les infrastructures et le contexte peuvent-ils influencer la performance des Lions? Ils sont dans des conditions idéales. Il faut se dire que le Maroc est devenu maintenant une des grandes plaques tournantes du football mondial, notamment par son équipe première, hein, qui je crois maintenant brigue la première place au niveau CAF, hein, je crois. Les infrastructures, les stades sont superbes. Je pense qu'ils vont pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Il y a tout ce qu'il faut, les hôtels, etc. À aucun moment on pourra trouver une excuse à ce sujet. Ça, c'est indéniable. Et puis il faut se dire que, et je vais encore reparler de nos préparations des années 2000 à l'époque où j'étais, mais on était 4 équipes dans le même hôtel. Quand on a travaillé, quand on a fait la Coupe d'Afrique au Nigeria, c'était Nigeria, Ghana, pardon, oui, Nigeria-Ghana. On était à 4 équipes dans le même hôtel et on se retrouvait au restaurant et au petit déjeuner. Il y avait une table, c'était pour le Cameroun, la table derrière c'était pour un autre pays, etc. Et ça nous empêchait pas quand on était sur le terrain de rentrer avec la niaque et la hargne. Donc il y aura aucun problème à ce niveau-là. Le tout c'est que on essaie de retrouver une équipe qui est vraiment qui a envie de montrer ses qualités. Mais je suis sceptique. Pour revenir un peu dans cet état de scepticisme qui semble vous habiter, on a une poule. On aura le Cameroun, le Gabon, la Côte d'Ivoire et la Mozambique. Restons sur les 3 premiers, Cameroun, Gabon et Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que cela vous inspire, cette poule? Ça m'inspire que Côte d'Ivoire, ça me semble une évidence. D'évidence, oui. Je suis inquiet parce que le Gabon, Aubameyang est en grande forme. Je l'ai vu encore jouer avec Marseille la semaine dernière. Un joueur de 32 ans, mais il est capable d'emmener son équipe pour aller se qualifier sans problème. Et j'ai eu l'occasion de croiser 1 ou 2 fois l'équipe du Mozambique à l'époque où j'étais entraîneur avec le Congo, je crois. Et c'est une équipe qui a de la valeur. Donc, encore un peu d'inquiétude.
Non, mais ça veut dire que si on ne parvient pas à être premier ni deuxième, pour vous, même meilleur troisième, ça peut corser? Ça peut être compliqué, mais je suis embêté parce que je ne voudrais pas casser le moral de mes amis camerounais, ils adorent tellement le football. Mais il y a un moment où... C'est pas le moral. Il y a un moment où il faut être lucide et se dire que il vaudrait peut-être se présenter à cette CAN en essayant de limiter les dégâts, mais de déjà préparer l'avenir. C'est peut-être ça l'objectif, quoi. Quand on est au fond du trou, si vous me permettez l'expression, il vaut peut-être mieux aller voir ce qu'on peut déjà préparer pour l'avenir. Et ça veut dire que pour vous, vous imaginez mal le Cameroun traverser cette première étape de poule? Je les vois en difficulté. Je suis désolé, mais actuellement, le Cameroun ne fait plus peur. Ok. En tout cas, on va passer à la Coupe du Monde, mais avant de parler de la Coupe du Monde, il faut que nous puissions rappeler à nos téléspectateurs que vous avez gagné la Coupe d'Afrique au Nigeria devant le Nigeria en 2000. D'ailleurs, ce match reste classé comme l'un des meilleurs matchs d'une finale de la Coupe d'Afrique et des Nations. Alors, revivre cet instant aujourd'hui, 25 ans après. Quel souvenir! C'est comme si c'était hier. Et je croise encore des gens. Ça me fait plaisir parce que peut-être que j'ai pas trop changé, mais j'ai encore rencontré en faisant un footing dans le bois de Vincennes, je croise un monsieur africain et tout d'un coup je l'entends qui s'arrête. Oh, il se retourne, il vient me voir. Vous n'êtes pas Pierre Lechantre? Oh mais monsieur, qu'est-ce que j'ai... Mais ça me... Regardez, j'ai les poils qui se hérissent rien qu'à penser à ça. Non, on a vraiment vécu une période exceptionnelle avec peut-être la chance qu'il fallait, les joueurs qu'il fallait, l'accompagnement qu'il fallait. Donc tout était réuni pour faire un... Alors, on a comme ça une très belle période, 2000, où il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. Oui. Vous devez rencontrer l'équipe de France aussi dans la foulée. Vous êtes champion d'Afrique, vous êtes reçu à l'Assemblée nationale française. Oui. Et on prépare ce match qui était compliqué à préparer, parce que je crois que c'était le 4 octobre, avec une partie de mes joueurs qui étaient encore à Sydney, puisque dans l'esprit de tout le monde, on se disait, on va avec Jean-Paul Akono qui était parti là-bas, moi j'étais resté avec eux, mais on n'arrêtait pas de gagner, quart de finale, demi-finale, et on se rend compte que l'équipe olympique va jouer la finale, et jouer la finale à peine une semaine avant notre match de l'équipe de France. Donc moi j'ai même pas eu assisté à la finale des Jeux Olympiques. Je suis revenu pour récupérer mes joueurs qui ne jouaient pas, et puis on se disait où est-ce qu'on va, quoi, parce que c'était quand même un match contre la meilleure équipe du monde, l'équipe de France. Ah oui, mais la meilleure équipe africaine aussi. Pour tout vous dire, même, est-ce que je dois le dire? Des fois, je suis toujours. Allons-y, chez vous, Pierre. Le président IA. Oui, IA Mohamed. Oui. IA Mohamed, qui était président de la FECAFOOT, me dit. À quelques semaines, c'est-à-dire que quand on était à peu près en demi-finale de Jeux Olympiques, oui. J'étais encore là-bas, il me dit, rentrez en France et vous dites que vous annulez le match. C'était possible ça? Mais non, bien sûr que non, les billets étaient vendus, etc. etc. Et pourquoi il vous le dit, d'annuler le match? Parce que il avait peur? Non, oui, il avait peur, bien sûr, parce que au point de vue organisation, il y avait 8 joueurs avec l'équipe olympique, il y en avait 10 qui arrivaient d'un autre côté, et on jouait quand même l'équipe de France. Alors je dis, mais non, ça sera pas possible. Bon, alors vous allez faire quelque chose, vous me signez un papier comme quoi, si on perd plus de 3-0, je vous vire. Ah ouais. Ben, j'ai dit, allons-y. Qu'est-ce que vous voulez? Et vous avez signé? Mais bien sûr. C'était la condition pour que le match ait lieu? Oui, pour le rassurer, parce que je ne sais pas en quoi ça le rassurait, mais bon. Donc, et au niveau de la France, vous n'étiez pas inquiet plus que ça? J'étais inquiet de rien du tout avec l'équipe que j'avais. Je rentrais sur le terrain, mais je m'asseyais sur le banc. Mais vous étiez tellement sûr de vous? J'étais zen. L'équipe de France, 98, ça ne vous...
Vraiment, hein. Mais je voyais mon équipe, on était installés au parc Astérix, là, un hôtel, on avait fait le voyage en bus jusqu'au Stade de France, je vois encore mon Rigobertson qui était au milieu de l'allée du bus, et allez les gars, on vous entend pas là, et on y va, et c'était parti, et on dansait, et on chantait, et c'était parti. Est-ce que vous avez eu Aimé Jacquet un peu avant cette rencontre? Non, j'ai pas eu l'occasion de discuter, mais c'était pas Aimé Jacquet l'entraîneur, c'était Roger Lemaire. Hein. Son nom, c'était le 98, là. Oui, mais Roger Lemaire avait pris la suite. Ah, il a pris la suite, d'accord. Et lui, vous ne l'aviez pas eu du tout? Et Roger m'a dit, bon, il a trouvé un peu comme excuse, tes joueurs ont mis le pied, hein, les miens, ils n'ont pas osé, parce qu'ils partaient en tournée, je crois, en Afrique, aux États-Unis, ou je ne sais où. Donc, oui, vous avez mis un peu le pied, hein, donc c'est sûr qu'on a mis le pied, et on aurait mérité de gagner, parce qu'on a encore 2 ou 3 occasions sur ce match-là. Dans la suite donc, de cette Coupe du Monde, quel regard portez-vous sur l'élimination du Cameroun dans la course au Mondial 2026? Grosse déception, non? Oui, une grosse déception, surtout de ne pas avoir été capable de se qualifier tout de suite, quoi. Après, quand vous allez jouer le match au Maroc contre la République démocratique du Congo, vous avez un pourcentage de... Là, c'est la chance qui intervient des fois, prendre un but à la dernière minute, etc. Mais comment peut-on imaginer que mon grand Cameroun n'a pas été capable de se qualifier dans les tours précédents par rapport au Cap-Vert, quoi. Et ça, j'ai du mal à l'imaginer. Pour vous, le Cameroun regresse et les autres avancent? Je pense que les autres n'avancent pas, mais surtout le Cameroun régresse. Ça, c'est évident. Et trouver les raisons. J'ai toujours été un homme à proposer des solutions en interne, et ça on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais il doit y avoir des pépites au Cameroun partout, et il suffirait de faire un bon travail de sélection, un bon travail de regroupement des jeunes, les préparer à partir des plus jeunes, mais ça c'est... Quelles sont selon vous les principales causes de cette non-qualification? Problème tactique, instabilité, gestion administrative ou manque d'efficacité? Manque d'efficacité, quand même, le Cameroun a terminé cette qualif avec 17 buts, donc elle avait quand même marqué des buts. Elle en avait pris que 5, je crois, sur ce que j'ai vu. Donc il n'y a pas de problème d'efficacité. Il y a un problème d'avoir perdu ce match au Cap-Vert 1-0, je crois. Oui, c'était 1-0, oui. Donc, est-ce que à la dernière minute d'ailleurs. Oui, mais est-ce que la chance a quitté l'équipe nationale du Cameroun? Parce que je reste quand même persuadé, et quand vous êtes en période de qualification pour une grande compétition, il y a la chance qui intervient. Oui. Et je pense qu'il n'y a peut-être pas eu ce petit coup de pouce de la chance pour permettre au Cameroun de se qualifier. Pensez-vous que le Cameroun a perdu son statut de grande nation de football africain, ou s'agit-il simplement d'une mauvaise passe? Là aussi, il faut reconnaître reconnaître une chose, c'est que le Cameroun n'a pas participé à la CHAN, n'a pas été qualifié. Au niveau des féminines, j'ai vu qu'il n'y avait pas de qualification. J'ai vu que les U17 ne sont pas passés. Alors je cherche des explications. C'est un signe lorsqu'on voit que l'évolution, il y a comme une sorte de rupture. Je ne peux pas imaginer qu'il y ait autant de perte, une perte de vitesse à ce point-là au niveau de l'avancée du Cameroun. Donc il doit y avoir quelque chose. Alors est-ce que c'est le Camerounais qui s'est peut-être embourgeoisé? Peut-être. Parce que j'ai toujours dit qu'à la naissance, le Camerounais était déjà prêt à jouer au foot. Bon, eh bien, est-ce que maintenant, le Camerounais a peut-être d'autres ambitions que de jouer au foot, et il a d'autres idées. Moi, j'ai encore en tête, j'habitais au Mont-Fébé, et je voyais des joueurs camerounais, locaux, hein, qui s'entraînaient en dehors de leur équipe, et qui montaient au Mont-Fébé, oui, en marche arrière. Ah ouais, carrément, en marche arrière. En marche arrière. Courir en marche arrière. Et je faisais remarquer ça. Il faut avoir une volonté pour faire ça. Et ça, c'était la volonté du Camerounais. Est-ce que ça existe encore? Est-ce qu'il a perdu un peu de sa volonté? Il y a de cela 25 ans, vous proposiez une sorte
mémorandum pour le sport camerounais. Alors, quel type de projet sportif durable aujourd'hui recommanderez-vous aux dirigeants pour remettre l'équipe nationale sur une dynamique gagnante? Est-ce le même projet que vous pourriez les proposer? C'est-à-dire que ça correspondait à une période où on avait donné les rênes à Jean-Paul Akono et on m'avait proposé le job de directeur technique national. Moi, venant de la direction technique nationale, puisque avant de France, pour moi c'était presque une promotion, parce que le directeur technique national, c'est celui qui s'occupe de la politique technique du pays. Absolument. C'est-à-dire qu'il met les grandes idées en place, les grandes lignes. Donc avec le président de la fédération. Donc j'étais presque intéressé par ce job en me disant on va mettre en place ce qu'on fait actuellement en France. Dites-moi s'il y a il y a de la formation d'éducateurs au Cameroun. Est-ce qu'il y a une formation des éducateurs qui se fait? En principe, il y a l'ENS, il y a cette grande école d'élite. Ça, c'était déjà, il fallait passer par là, mais il fallait s'occuper des tout jeunes, faire la formation de jeunes dans les régions. Il y avait 11 régions. Dans chaque région, chacun faisait son équipe. Après, on regroupait les équipes, on les faisait jouer. C'est comme ça qu'en regroupant, qu'on réussit à sortir une élite et à retrouver de bons joueurs. Donc, j'étais partant en me disant, ça va être un job qui va être hyper intéressant. Bon, j'ai été un petit peu déçu quand j'en ai parlé à un de mes meilleurs joueurs, Patrick Boma. Je lui dis, Patrick, je laisse la place à Jean-Paul Akono et on me propose la place de DTN. Et Patrick m'a dit, mais coach, ils vous ont mis au placard parce que vous n'allez rien pouvoir faire. Alors pour lui, il estimait que si vous acceptiez ce poste, c'était le placard. Ah oui, et que cette situation de DTN n'apportait rien du tout au niveau du pays, quoi. On n'était pas écouté. Si vous aviez l'opportunité de conseiller directement le staff actuel, quel serait votre premier conseil pour relancer cette machine des Lions indomptables du Cameroun? C'est compliqué. C'est compliqué, peut-être, je vous dis, faire des rassemblements de joueurs locaux, essayer de trouver les meilleurs joueurs locaux, faire peut-être plus de stages, je ne sais pas, peut-être qu'on en fait, peut-être. Pour cela, il faut bien que le coach soit présent. Voilà, mais oui, c'est sûr. Hein, parce que on ne peut compter que sur soi-même. Faire confiance à des gens aux alentours, on a toujours envie de pousser son petit copain, etc. Et c'est pas forcément la qualité qui est vue en premier. Mais je pense que des rassemblements de joueurs locaux, ça mériterait d'être fait, même des stages d'une semaine, voir de quelle façon on peut peut-être mettre en place déjà, pourquoi pas déjà penser à un système tactique spécifique au Cameroun. On a quand même vu par notre époque que le fameux 3-5-2 que j'avais mis en place était un système qui marchait très bien pour l'invention camerounaise. Oui, et qui marchait très bien pour le Cameroun. Pourquoi? Parce que 3 défenseurs, mais ça vous suffit, le Camerounais est tellement costaud, est tellement bon physiquement, est tellement capable de gagner les 1 contre 1 que vous en mettez que 3. Et par contre, vous mettez des gars qui prennent les côtés et qui débordent et qui envoient des munitions à deux bons joueurs dans l'axe au niveau offensif. Il faut essayer de voir ce que... Alors à partir de là, à partir du moment où vous avez un système dans la tête, il est plus facile d'aller superviser des locaux et se dire tiens, celui-là il correspondrait bien au système qu'on veut mettre en place, et puis vous rassemblez tout ça petit à petit. Il y a peut-être quelque chose à faire. Alors Pierre, pour clôturer, on imagine que vous êtes toujours un fan de ces Lions indomptables. Plus que jamais. Plus jeunes poulains, là ils vont commencer, ils iront dans l'arène là d'ici quelques jours. Que leur dites-vous? Que dites-vous à cette équipe devant là? Que leur dites-vous lorsqu'ils vont une fois de plus se défendre les couleurs de ce Cameroun que vous chérissez tant? C'est difficile de leur dire, alors que j'ai été un petit peu pessimiste, même très pessimiste par rapport à la Coupe d'Afrique, mais leur dire qu'ils regroupent toutes les qualités du Camerounais, qu'ils retrouvent les qualités du Camerounais, même s'ils les ont certainement encore, mais qu'on voit une équipe soudée, on voit une équipe qui rentre sur le terrain avec la bave aux lèvres. Mais ça, encore une anecdote, on joue un match en Libye, contre la Libye.
on est en qualification, ça devait être la qualification Coupe du Monde, je crois. On avait été reçu par Kadhafi, etc. Bon, à l'époque. Et on se retrouve dans le vestiaire. C'était un vestiaire où le toit était en tôle ondulée. Et tous les supporters libyens envoyaient des cadeaux sur le toit. Ça faisait un bruit pas possible. Moi, j'étais assis, je suis calmé, et je voyais mon équipe qui partait de plus en plus, rien qu'avec les cailloux qui tapaient sur les trucs. Ils étaient prêts à battre des montagnes, quoi. Ils sont rentrés avec une niaque, une envie, une énergie, avec même de temps en temps Rigaud, ils disaient « Vous avez entendu comment ça se passe, vous allez voir un peu ». Et puis on leur a mis 3-0, le pauvre, le fils Kadhafi qui était dans l'équipe à l'époque, il s'était mis remplaçant, il s'est dit bon c'est même pas la peine d'assister quoi. Et il avait fait exactement, il avait créé notre motivation en tapant ça. Bon, et ça c'est ça qu'il faut qu'on retrouve. Il faut qu'on retrouve une équipe. Pour vous ça manque aujourd'hui, cette niaque d'avant. Il faut la retrouver. Mais après, vous avez la bonne époque. Hein, il faut la retrouver, mais on ne retrouvera pas non plus des joueurs d'exception comme j'ai pu avoir. Merci de m'avoir donné une équipe comme celle-là et de m'avoir permis après d'entraîner d'autres pays grâce au CV, à la ligne de CV que le Cameroun avait mis. Absolument. Merci Pierre, voilà, c'était donc Pierre Lechantre, ancien sélectionneur des Lions indomptables des années 2000. La belle époque, la belle épopée, n'est-ce pas, avec à son actif Patrick Mboma, Rigaud Berson, tous ces géants, n'est-ce pas, qui ont en même temps eu les Jeux Olympiques, ils ont gagné les Jeux Olympiques, et par la suite la Coupe d'Afrique, et le match nul au Stade de France avec l'équipe de France. Merci Pierre. Merci beaucoup. Vous êtes toujours le bienvenu, ça me fait plaisir de parler camerounais.